Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on est désolé pour ce qui vient de se passer. On a eu le droit à des petits pépins classiques d'informatique. Du coup, je vois que le nombre de participants est en train de monter, donc c'est plutôt une bonne nouvelle que vous ayez réussi à joindre malgré tout. Ok. Et bien, du coup, j'espère que vous êtes installés confortablement malgré les petits suspens d'avant webinaire. On n'aurait pas voulu vous priver de ça avant le week-end et peut-être avant même les vacances pour certains. Donc, malgré tout, nous voilà. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va vous présenter les nouveautés des différentes applications avec la dernière release, la FD03, qui pour rappel est sortie le 8 juillet. Et donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-François Pinault Bonjour pour tout la le monde. partie gouvernance notamment. Et on a une nouvelle tête, Florian Chomel, qui aujourd'hui va remplacer Eric et qui du coup se chargera de présenter la partie simulation. Tout à Et donc fait. moi, donc, Bonjour à ben- tous. et donc moi, Benjamin de Ventevest, je vais vous présenter toute la partie design. Donc je vous propose sans plus attendre de commencer. Voilà, donc pour rappel, c'est sorti le 8 juillet. Donc là, normalement, on arrive dans la période où si vous n'avez pas mis à jour vos différentes applications natives, c'est les derniers jours pour le faire avant que vous ne soyez bloqué. Petit rappel. Donc pour commencer, ce que je vous propose, c'est de commencer avec les nouveautés des nouveaux rôles au portefeuille 3D Experience Works. Et donc pour commencer, en fait, on a 3D Demonstrator, donc OCD-EC, qui est en fait un rôle qui permet de faire de la communication marketing autour de votre produit. Donc c'est un rôle 3D Excite. Et en fait, vous allez pouvoir configurer tout un environnement autour de votre produit. Et donc vous allez pouvoir forcément jouer sur tout ce qui est environnement, lumière, etc. Mais vous allez aussi pouvoir le mettre en mouvement et enregistrer en fait des séquences de mouvement. Donc là, par exemple, sur ce dataset, vous avez la possibilité en fait de configurer votre produit pour que la nacelle monte et descende. Vous avez la possibilité d'avoir la partie principale qui tourne, etc. Vous pouvez mettre en cinématique le godet, etc. Et donc, ça vous permet en fait de vraiment exploiter à 100% votre jumeau virtuel de votre produit vraiment à des fins marketing. Après, pour la petite histoire, vous pouvez rajouter aussi des petits personnages à l'intérieur. Donc, là, avec l'application Human Design, dont Florian Chemaille est un expert pour l'histoire. Ça, c'est important Ensuite, de le savoir, que c'est Florian, notre expert sur cette application-là. C'est voilà. vraiment lui. C'est trop d'honneur. Vous allez me faire Si rougir. un jour vous avez besoin, vous pouvez vous tourner vers lui sans problème. Je reste Donc disponible. ensuite, ce rôle, pardon, NPX. Donc en fait, ça c'est pour les métiers qui tournent autour de l'usinage ou de la commande numérique. En fait, vous avez possibilité donc comme son nom l'indique, de créer des templates pour gagner du temps quand vous avez des nouvelles pièces à usiner. Donc par exemple, en fonction de certaines fonctions. Donc là, vous voyez sur les images, par exemple, des trous, des alaisages, etc. En fait, vous pouvez définir en fonction du matériau et en fonction de la machine que vous utilisez, les différents paramètres. Et donc, comme ça, ceux qui sont en charge de faire le programme ont juste, en fait, en quelque sorte, à assembler des blocs, puisque tout est déjà paramétré en fonction du parc machine et en fonction de la pièce, des opérations à réaliser. Donc ça, c'est plutôt un avantage parce que ça permet de gagner vraiment beaucoup de temps quand on fait un nouveau programme. Et toujours dans la lignée de l'usinage, on a MTT qui permet en fait d'importer les outils de coupe depuis les bibliothèques fournisseurs. Et donc, ça vous permet en fait de récupérer directement les fichiers que vous pouvez trouver sur le web pour compléter votre bibliothèque, puisque vous récupérez les dimensions, les matériaux, etc. Et vous avez même la possibilité de récupérer directement la géométrie 3D pour ensuite faciliter votre navigation dans votre bibliothèque d'outils. Et pour finir, on a l'Atlas Designer, du coup, qui a un rôle 4K, en fait, donc, qui vous permet justement de faire ce type de structure. Donc là, en fonction du besoin, vous avez une génération automatique à ce niveau-là et vous contrôlez forcément la manière dont c'est réalisé, etc. Et en fait, l'avantage de ce rôle-là, c'est qu'on va voir qu'en fait, il est compatible avec les XAP. Et donc, justement, dans les XAP, on a la possibilité donc, de faire facilement des
des pièces rapidement et donc de switcher entre les deux. Et on va voir qu'il y a une reconnaissance en fait entre ce qui se passe dans la SIS et ce qui se passe dans XDesign. Donc c'est plutôt pratique. On reviendra en détail un petit peu après. Donc, comme d'habitude, ça va être découpé en 3 parties. C'est qu'on va commencer par la partie design engineering, la partie simulation et la partie gouvernance. Et donc, si vous voulez après compléter les nouveautés au-delà de ce qu'on va dire, etc., vous avez la possibilité de retrouver ça sur les différentes communautés pour éventuellement avoir plus d'images, plus de vidéos, etc. Donc là, vous avez le lien directement pour accéder à la plateforme, à la communauté qui comporte ça. Ensuite, vous avez aussi le rôle LWKX, donc qui, pour rappel, vous donne tout un détail de cours avec la possibilité de certifier sur les différents rôles. Si ça vous intéresse, sachez que ça existe. Donc, on va commencer sans plus attendre sur la partie design engineering. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais il y a beaucoup de nouveautés et je n'ai pas envie de vous libérer à 19 h, donc on essaye d'aller un peu vite. Donc, comme d'habitude, on va commencer par 3D Creator. Donc, pour rappel, tout ce qui est XApp, c'est des applications qui sont web-based. Donc, là, vous y avez accès depuis votre navigateur à partir du moment où vous avez une connexion Internet. Donc, tout ce que vous allez voir, en fait, vous pouvez le faire par exemple, sur une tablette ou sur votre téléphone. Donc, dans 3D, pour commencer avec 3D Creator, et en fait, on va voir que toutes ces nouveautés concernent toutes les autres applications. En fait, c'est notamment toutes celles qui ont des modifications au niveau de l'interface. Vous allez le retrouver dans toutes les XApp. Donc, c'est présenté dans la partie XDesign, mais par contre, ça concerne tous les rôles. Vous pouvez le voir en haut à droite de l'écran. Voilà, donc vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre en fait quand vous demandez à ouvrir un fichier. Donc là, c'est comme un peu ce qu'on avait eu dans SolidWorks. Vous avez de plus en plus d'informations disponibles depuis cette petite fenêtre d'ouverture pour aller chercher les fichiers beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc, il y a aussi des compatibilités avec 3D Search, etc. Donc là, ça facilite vraiment l'utilisation à l'ouverture des fichiers. Ensuite, au niveau des avertissements que vous pouvez avoir en fait, quand vous utilisez votre application, en fait, vous avez une information qui vous est donnée si votre carte graphique n'est pas forcément, la meilleure utilisée sur votre ordi. Donc, pour donner plus de détails, en fait, c'est possible que sur votre ordi, vous ayez plusieurs cartes graphiques. Et si vous n'avez pas paramétré votre ordinateur pour choisir quelle carte graphique utiliser en fonction du logiciel qui est utilisé, vous pouvez en fait faire tourner votre XDesign sur votre XApp sur une carte graphique qui a des mauvaises performances. Et donc, dans ce cas-là, en fait, maintenant, l'application elle-même est capable de vous prévenir que vous êtes en train d'utiliser une carte graphique qui n'est pas optimisée. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez faire le changement. Donc là, vous avez plusieurs possibilités, soit directement depuis les paramètres Windows, soit depuis des applications comme NVIDIA, etc. Donc là, vous avez plusieurs possibilités pour remédier à ça, mais en tout cas, il vous avertit si vous avez une mauvaise carte graphique, pour expliquer des mauvaises performances. Donc, c'est toujours pratique à avoir parce que ça permet d'utiliser au mieux les applications. Ensuite, vous avez un retour direct dans votre interface pour voir en fait quand les fichiers sont verrouillés par d'autres utilisateurs. Donc là, ça vous met, vous voyez, vous avez un petit cadenas rouge qui apparaît directement sur la pièce. Et ça, c'est toujours pratique d'avoir ça directement visible sans aller chercher les informations directement au niveau du fichier. Ensuite, vous avez la possibilité de vous appuyer sur des entités, sur tous les types d'entités pour faire des mesures, y compris celles qui sont éventuellement manquantes ou mal résolues. Donc là, en fait, quand vous avez besoin de prendre des mesures, vous n'avez pas besoin d'avoir forcément une conception qui n'a aucun problème. Dans l'urgence, de temps en temps, ça peut arriver qu'on n'ait pas le temps de corriger avant de prendre des mesures. Donc là, les applications vous permettent de le faire. Ensuite, quand vous êtes en train de créer une esquisse sur des plans qui ont potentiellement perdu des références, c'est pareil, vous avez un petit message qui apparaît en bas de votre écran avec la possibilité d'un accès rapide à l'édition de votre définition du plan pour pouvoir le rattacher le plus rapidement possible, qui évite en fait de créer une esquisse sur un plan bancal. Et une fois qu'on a corrigé
est référence du plan, en fait, toutes les skis sautent. Là, ça permet de faire les choses dans le bon ordre et on fait une conception plus juste. Alors ça, pour ma part, c'est une nouveauté que j'apprécie beaucoup parce que c'est en fait, quand vous créez un plan sur une de vos références, en fait, le plan va s'auto-dimensionner autour de cette référence. Et donc ça permet d'avoir des plans qui sont beaucoup plus clairs et beaucoup plus mieux organisés dans votre environnement de travail. Et ça, pour les concepteurs sous SolidWorks, etc., c'est une fonctionnalité qui est vraiment pratique, parce que je pense qu'on a tous eu des plans qui ont été dimensionnés, soit très grands, soit très petits, soit très fins, etc. Et donc ça, c'est l'autodimensionnement, ça paraît tout bête, mais moi, c'est une nouveauté que j'apprécie particulièrement. En plus, c'est toujours plus sympa, c'est plus joli. Et quand on est maniaque, ça fait toujours plaisir. Ensuite, au niveau de la boîte de dialogue, quand on importe un nouveau fichier, en fait, on a eu des améliorations à plusieurs endroits, puisque déjà, notamment quand vous importez un fichier, en fait, vous avez déjà la possibilité soit d'aller chercher depuis des bookmarks, depuis le Drive, etc. Mais par contre, vous avez aussi la possibilité de le sauvegarder directement avec un accès rapide au bookmark. Donc là, c'est pour avoir un peu tout sous la main, tout à portée de clic rapidement. Et ça, c'est plutôt un gain de temps qui saura être apprécié. Ensuite, justement, quand vous insérez une géométrie, en fait, avant, ça vous obligeait à respecter un certain process. Maintenant, vous avez la possibilité d'aller les chercher d'un peu n'importe où. Ça peut être du Drive, ça peut être depuis votre ordinateur, ça peut être depuis un 3D Space, ça peut être depuis Swim, etc. Donc là, vous pouvez vraiment, avec des drag and drop, facilement passer de votre fichier à l'insertion dans votre environnement. Et donc ça vaut pour, pour ouvrir un produit pour le visualiser, mais également pour faire un assemblage. Là, il n'y a pas besoin de faire toute une suite de manips bien précises pour pouvoir insérer un composant. Ça aussi, une nouveauté très pratique, c'est qu'avec la fonction épaissir, en fait, quand vous avez un endroit sur votre pièce qui empêche la fonction épaissir d'être validée, en fait, il vous indique où se trouve le souci. Alors ça, là, je pense que s'il y a des utilisateurs de SolidWorks qui utilisent cette fonction, etc., en fait, ça peut être frustrant justement quand on cherche à épaissir une pièce et que la seule chose qu'on a, c'est un refus, mais sans savoir pourquoi. Voilà, on a cette nouveauté qui met en couleur la zone dans laquelle la fonction épaissir ne passe pas. Donc là, typiquement le congé, on peut le modifier rapidement et ça peut faire gagner beaucoup de temps. Ensuite, au niveau des compatibilités entre les différentes applications, les XApp ont été rendus, on va dire, un peu compatibles beaucoup plus facilement avec d'autres rôles. Donc là, ici, Eco-Design Engineer, qui permet d'évaluer un petit peu les impacts sur l'environnement de façon assez large sur plein de critères. Et donc là, en fait, vous glissez-déposez votre pièce de XDesign ou de toute autre XApp, vous le faites glisser-déposer dans l'application. Et donc là, vous avez un rendu en temps réel, ce qui est plutôt pratique. Et ensuite, donc, la compatibilité avec Lattice Designer, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est que là, en fait, quand vous mettez votre pièce de votre pièce XDesign, dans Lattice Designer, vous avez accès à l'arbre qui a été fait dans XDesign et inversement. C'est-à-dire que quand vous réinsérez votre pièce, quand vous retournez dans XDesign après avoir travaillé votre pièce dans Lattice Designer, en fait, vous allez retrouver les différentes étapes dans l'arbre de conception pour justement savoir un petit peu ce qui a été fait, etc. Donc, c'est pratique, en fait, de pas, toujours dans l'idée de la continuité digitale, de ne pas avoir de session entre ce qui a été fait dans différentes applications. Parce que là, c'est plus une symbiose de différentes applications. Donc, c'est vraiment pratique d'avoir accès à ces informations-là en temps réel. Ensuite, vous avez des nouveautés au niveau de l'intelligence dans les esquisses. C'est-à-dire que quand vous faites des répétitions un petit peu des esquisses qui ont un petit peu toujours la même logique, etc., en fait, il va vous proposer de conserver les différentes contraintes, les différentes cotes que vous avez sur des motifs, par exemple. Donc là, vous pouvez voir que ici, vous avez ce motif-là, mais vous le retrouvez aussi ici. Et donc là, en fait, ça va vous permettre de faire une répétition
n'est pas forcément circulaire ou linéaire, mais par contre, vous allez pouvoir répéter en fait le motif avec ses contraintes et cotes. Donc ça, c'est toujours pareil, ça permet de gagner du temps quand on fait une conception, ce qui est toujours apprécié. Donc au niveau de l'import, maintenant vous avez la possibilité d'importer un fichier sans avoir à ouvrir une nouvelle session InDesign. C'est-à-dire que vous avez chargé votre page sur laquelle vous avez votre widget InDesign, vous faites glisser, déposer un fichier à importer dedans, en l'occurrence un 3D XML, vous le faites dans l'interface et il vous l'ouvre directement. Vous n'êtes plus obligé de lancer une session. Donc toujours du gain de temps qui facilite la vie. Au niveau de la fonction combinée, en fait, vous avez la possibilité maintenant de désactiver l'aperçu, qui vous permet, en fait, quand vous combinez plusieurs corps, il n'est pas obligé de recalculer à chaque fois l'aperçu, ce qui fait gagner, mine de rien, un peu de temps, parce que ça peut être plus ou moins lourd en fonction de votre design. Et donc, une fois que vous avez mis votre liste de corps à combiner, en fait, là, vous pouvez réactiver la fonction. Et là, vous avez quand même la possibilité de générer l'aperçu, mais par contre, vous avez gagné du temps à ne pas générer l'aperçu à chaque étape. Voilà. Toujours apprécié. Et ensuite, de façon générale, les performances ont été améliorées. Donc là, ça va se ressentir un petit peu partout. Donc la vitesse d'import, la vitesse d'ouverture, la vitesse de switch entre les différents composants de votre pièce, au niveau de l'exécution des fonctions, etc. Donc de façon générale, en fait, il y a eu une amélioration des performances. Donc ça, c'est toujours bon à savoir que ça fait partie des nouveautés qui travaillent en permanence sur ces aspects-là. Mais là, entre la FD02 et la FD03, ça a été suffisamment notable pour que ce soit mis en avant. Voilà, donc la petite vidéo pour vous montrer, pour récapituler un peu les différentes nouveautés que j'ai évoquées. Donc là, vous avez la nouvelle fenêtre d'ouverture, le petit message pour la calligraphie. Donc là, vous voyez, ça, c'est quand vous faites la sélection depuis les paramètres Windows. Là, on voit le petit cadenas pour indiquer que la pièce a été verrouillée. Donc, vous avez la possibilité de notifier vos collaborateurs pour demander à libérer un fichier. Et on va voir qu'en fait, c'est à double sens, c'est-à-dire qu'on reçoit aussi une petite notification pour dire que le fichier a été libéré. Donc là, vous pouvez le voir. Donc, les fameuses mesures sur toutes les entités, qu'elles soient résolues ou non. Voilà, et donc là, par exemple, c'est l'esquisse sur un plan bancal. Donc, il prévient directement, on peut corriger et on peut y aller. Voilà, ma nouveauté préférée avec les sketchs, les plans qui sont bien dimensionnés et bien répartis. La fenêtre d'import où on peut aller chercher directement depuis le drive ou alors depuis les différents éléments que j'ai notés avec la possibilité de sauvegarder directement depuis les drives, etc. Voyez, c'est ce que je disais, c'est que là, on peut aller chercher rapidement un fichier pour faire un assemblage. Et donc là, il reconnaît directement les contraintes, toujours avec SmartMate. L'ouverture, donc là, vous allez voir un petit peu un résultat, une pièce qui est travaillée avec Lattice. Et du coup, il y a un point sur lequel je veux revenir aussi, qui n'est pas forcément présenté comme une nouveauté, mais c'est en fait quand on peut voir comment l'application est utilisée ici. En fait, on voit que l'application a énormément évolué d'un point de vue facilité d'utilisation
la navigation et le passage aux différents éléments en fait, se fait de façon beaucoup plus simple. Donc, on travaille beaucoup plus rapidement puisque le workflow est beaucoup plus intuitif. On ouvre une pièce, on passe d'un ensemble à une pièce, on édite, etc. Donc, ça se fait de façon, c'est toujours en amélioration continue. Et aujourd'hui, par rapport à ce que c'était avant, il y a eu une très grosse évolution qui est louable. Et pour finir, du coup, c'est le fameux épaissir qui prévient où est-ce qu'il y a un problème. Là, vous pouvez voir que c'est relativement visible. C'est facile d'utilisation, donc ça, c'est toujours pratique. Donc voilà, maintenant, si on passe à la partie 3D Sculptor, donc là, il y a, je répète, hein, toutes les nouveautés qu'on a vues avant sont aussi valables dans cette application. Là, il y en a quelques-unes supplémentaires. Donc, comme celle-là, par exemple, en fait, qui permet de visualiser la cage. En fait, quand vous avez une subdivision, vous avez la possibilité de manipuler soit les points qui sont directement sur la subdivision ou de contrôler les points qui sont sur la cage qui entoure votre subdivision. Donc là, c'est plus en fonction de ce que vous préférez au niveau manipulation. Mais maintenant, on peut passer d'une représentation à une autre juste avec un raccourci clavier, qui est toujours plus pratique que d'aller dans les menus et de demander à changer l'interface. Ensuite, toujours quand vous êtes en edit de subdivision, vous avez maintenant la possibilité de le faire avec une vue coupée. Donc ça, c'est plutôt pratique, en fonction de certaines géométries. On peut être un peu dans le flou de ce qui se passe au niveau du plan de symétrie, vraiment à l'intérieur, etc. Donc là, ça permet maintenant, on peut le faire. Et alors ça, c'est une nouveauté qui est vraiment pratique au niveau de la symétrie, c'est que maintenant, vous avez un petit bouton en haut qui vous indique beaucoup plus clairement qu'avant que vous êtes en mode symétrie et qui vous permet de le désactiver. Là, avant, c'était uniquement visible depuis la barre de fonction, alors que maintenant, c'est comme quand on édite une pièce dans le contexte, on a l'info en temps réel dans le coin supérieur droit, ce qui facilite toujours la navigation. Et petit détail, c'est que maintenant, en fait, on a aussi la possibilité de conserver la couleur qui est appliquée au set géométrique dans lequel vous faites la subdivision. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir. Et du coup, on va faire pareil, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble en temps réel. Donc la fameuse couleur. Vous voyez, on conserve la couleur. Alors quand on passe dans le mode d'édition, le petit bouton en haut à droite pour indiquer qu'on est dans un mode de symétrie. Le passage à la cage. Et la conservation, enfin, on peut continuer à éditer la subdivision pendant qu'on est en vue en coupe. Donc voilà pour X-Shape. Ensuite, si on passe sur la nouveauté côté au niveau pour le sheet metal, pardon, c'est la possibilité en fait de maintenant définir une condition de fin quand vous faites un bord plié. En fait, vous pouvez la définir euh, sur différentes entités, un peu comme ce que vous avez dans SolidWorks, jusqu'à des sommets, bornes, à travers, etc. Là, vous avez la possibilité de le faire depuis le module de Toleric, qui permet pareil de faire des designs un peu plus paramétriques et mieux contrôlés quand on a des designs qui sont amenés à évoluer. Donc voilà, on peut voir que ça va assez rapidement.
Côté structure, on l'a vu dans plusieurs nouveautés qui ont été présentées au cours des derniers webinaires. En fait, c'est l'ajout du standard japonais, donc le JIS. Là aussi a été ajouté côté mécanosoudure dans les XAP. Donc là, c'est pareil, ça peut toujours être pratique d'avoir accès à ces standards-là en fonction de votre produit, en fonction du marché sur lequel vous êtes. Voilà. Et côté Manufacturing Design Creator, donc avec l'application Xdrawing, vous avez accès au Cutlit. Donc pour rappel, en fait, cette application, elle vous permet d'obtenir des drawings à partir de vues d'annotation 3D. Et donc là, vous pouvez compléter votre dessin avec une Cutlist. Ça, c'est toujours une belle nouveauté à avoir, puisque les Cutlists sont, on le rappelle, très pratiques. Ensuite, on a la possibilité d'avoir un automatisme. En fait, quand on change la vue de la feuille, ça vient mettre à jour directement dans le fond de plan. Alors ça paraît aussi très simple, mais c'est vraiment pratique que quand on fait pas forcément attention, on modifie les vues et que finalement, en fait, on ne vient pas modifier ce qu'il y a dans le cartouche, on peut avoir deux informations qui sont contradictoires et dans ces cas-là, on n'est pas forcément certain de ce qu'on a sous les yeux et ça peut éviter des allers-retours avec des fournisseurs. Donc toujours, c'est du gain de temps qui est bon à prendre. Ensuite, petite modification côté interface utilisateur, c'est que là où avant vous aviez accès à une petite liste de symboles accessible avec un ascenseur, bah là en fait vous avez tout en quelque sorte qui est mis à plat. Donc vous pouvez trouver beaucoup plus facilement vos symboles. Ça c'est toujours pratique puisque on rapproche la sélection directement du curseur. Voilà. Donc là vous allez voir la cut list apparaître. Lorient, il va pouvoir construire son appareil de musculation chez lui avec tout ça, avec toute cette liste de dix. Je rêverais d'avoir ça chez moi, Jean-François. Je rêverais. Voilà, donc quand on change la vue, vous voyez, ça va se mettre à jour directement dans le cartouche. Tu as passé à l'action, Florian, regarde, tu as toute la liste de débit, tu as juste acheté les tubes et puis. C'est parti, ouais. J'aime bien que tu m'aides un peu pour les ensembles mécano-soudés, par contre. Voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément les connaissances de cette application, vous voyez que on peut ajouter des vues, maintenant des vues en 2D, etc. Directement. Avant, on ne pouvait pas le faire, donc cette application, elle évolue aussi très vite. Et là, on est de plus en plus proche d'une solution qui permet de faire des drawings un peu comme ce que vous pouvez faire dans SolidWorks, mais directement sur navigateur. Ensuite, on va passer à la partie SolidWorks. Donc là, la première nouveauté, je pense qu'on ne la présente plus aujourd'hui, c'est le Share and Markup qui permet donc de partager beaucoup plus facilement ces produits en fait en faisant un partage depuis SolidWorks vers votre 3D Drive avec la possibilité d'offrir à vos collaborateurs ou vos fournisseurs, vos sous-traitants, etc. Vous ouvrez en fait la porte à leurs commentaires, etc. Donc, c'est plutôt pratique, ça évite les échanges par mail, c'est beaucoup plus… tout est stocké au même endroit, toujours dans l'idée de la continuité digitale. Donc, ça, c'est une belle nouveauté. Et je profite pour faire un petit rappel par rapport à ça, c'est que si vous êtes avec SolidWorks Desktop plus le connecteur, en fait, pour avoir accès à cette fonctionnalité, il faut que vous passiez votre SolidWorks en 2023 SP3. En fait, ce petit bouton-là, le Share a File, vous ne l'aurez pas si vous n'êtes pas en SP3. Comme souvent, en fait, dans les évolutions des FD de la plateforme, à chaque fois qu'il y a une FD de la plateforme qui sort, on a un service pack SolidWorks qui sort et beaucoup de fonctionnalités qui apparaissent ici dans justement le propre à SolidWorks sont disponibles dans la dernière version de SolidWorks Desktop, comme le précise Benjamin, puisque le Connected, lui, se met à jour. Mais le desktop, on peut rester en retard de 2 versions. Donc forcément, on ne profite pas forcément de toutes les dernières évolutions. Donc, effectivement, c'est important. Voilà. Merci Jean-François.
Donc ensuite, alors ça c'est aussi une autre belle nouveauté, c'est que maintenant dans la partie emplacement des fichiers de votre SolidWorks, vous avez la possibilité d'aller chercher un bookmark. Donc là, ça veut dire que quand vous avez la possibilité de partager vos bibliothèques, par exemple de fonds de plan, de tables de pliage, etc., vous avez la possibilité de les stocker dans des bookmarks et de les partager à vos collaborateurs. Donc ça, c'est une belle nouveauté. La seule chose à noter, c'est qu'il n'y a pas forcément encore toutes les options que vous avez d'accessibles depuis l'emplacement des fichiers. Elles ne sont pas forcément aujourd'hui toutes compatibles avec cette fonctionnalité, mais il y a quand même une grosse majorité aujourd'hui. Ne vous étonnez pas quand vous essayez, en fonction de ce que vous cherchez à faire. De temps en temps, vous pouvez avoir le bouton sélectionné depuis 3D Experience, ou de temps en temps, vous pouvez ne pas l'avoir. Donc, Sur la soyez pas. plateforme partenaire, vous retrouvez des informations de ce qui est pris en charge. Et n'hésitez pas aussi à revenir vers nous si vous voulez plus de détails. C'est ça. Je ne vais pas vous faire la liste complète pour l'instant, parce que déjà que je parle beaucoup, je ne vais pas vous rajouter ça. Ensuite, quand vous sauvegardez pour la première fois un fichier dans la plateforme, vous avez la possibilité, depuis la fenêtre Save with Option, vous avez la possibilité de renommer les titres directement depuis la fenêtre. Alors, il faut noter que c'est faisable que à la première sauvegarde, mais c'est quand même faisable facilement, et ça évite éventuellement de casser des liens ou de se perdre un petit peu dans les différentes modifications. Là, vous avez tout sous le nez, vous pouvez faire ça beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours le type de fonctionnalité qu'on apprécie voir débarquer. En parlant de Save with Option, sachez que maintenant, le bouton a été rajouté accessible au niveau de la petite disquette. Donc là, vous pouvez y accéder beaucoup plus rapidement qu'avant, ce qui est toujours pratique quand on veut régulièrement sauvegarder sur la plateforme. Voilà, toujours le raccourci qui fait gagner un petit peu de temps. Pour les templates, avant, il fallait enregistrer en PRT-dot, etc., après le rouvrir enfin, pas que pour les PRT-dot, vous avez compris. On était obligé de faire une manipulation qui n'était pas forcément très intuitive. Aujourd'hui, vous avez la possibilité directement de demander à le sauvegarder comme un template. Donc, ça veut dire que là, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus à portée de clic. Donc, c'est toujours ça qui est apprécié, parce que ça facilite la vie. Ensuite, toujours dans la fenêtre de la sauvegarde avec option, vous avez la possibilité donc, de sélectionner vos bookmarks. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis un certain temps. Et maintenant, vous avez la possibilité de faire la même chose avec les collaborative space. Donc ça, c'est pareil, on facilite toujours la Ça va sauver navigation. des vies, ça. Ça va sauver des vies. Le nombre de Voilà. fois où on veut sauvegarder dans le temps un call space et on n'arrive pas dans le bon, c'est vraiment une amélioration importante, celle-ci. Voilà, donc ça évite. La R&D pense à vous, elle cherche à limiter la frustration à la sauvegarde. En général, on s'en aperçoit un petit peu trop tard. Donc ça, c'est pareil, c'est toujours apprécié. Et la fenêtre d'ouverture maintenant contient de plus en plus d'informations. Donc là, vous avez accès à vos bookmarks, vous avez accès au 3D Search, vous avez accès au contenu qui est verrouillé par vous, qui est votre contenu que vous avez fait, qui n'est pas forcément indexé. Vous avez vos bookmarks favoris, etc. Donc là, tout ça, c'est accessible rapidement depuis la fenêtre d'ouverture. Donc là, c'est pareil, on concentre au même endroit toutes les informations pour gagner du temps, éviter d'aller à droite à gauche. Pour la sauvegarde asynchrone côté SolidWorks, en fait, maintenant, vous avez un petit peu plus de détails quand vous avez un petit peu plus de feedback à l'utilisation, c'est-à-dire que quand ça se passe bien, vous avez un message qui vous le dit. Quand ça se passe mal, vous avez aussi un message pour vous indiquer qu'il ne va pas, etc. Donc, c'est toujours apprécié. Et ensuite, ça aussi, c'est assez pratique. C'est qu'en fait, si vous avez stocké des fichiers dans votre 3D Drive, en fait, maintenant, vous pouvez récupérer vos fichiers directement dans SolidWorks. En fait, avant, vous étiez obligé d'installer le 3D Drive sur votre explorateur Windows pour aller les chercher. Là, vous n'avez plus besoin de faire cette installation. Vous pouvez ouvrir directement un fichier depuis votre 3D Drive. Donc là, un drag and drop et ça ouvre. Donc ça, c'est toujours dans le même sens, hein, je me répète, mais c'est toujours le type de fonctionnalité qu'on apprécie voir débarquer.
Le passage au mode hors ligne aussi a été bien facilité, puisqu'en fait, maintenant, vous avez plus l'obligation de fermer votre fenêtre pour passer en mode hors ligne. Là, vous pouvez, si vous êtes en train de faire une conception et que vous avez besoin de passer en mode hors ligne, bah, vous pouvez faire la demande directement. Il n'y a plus besoin de fermer tous les fichiers. Donc ça, c'est toujours une bonne chose. Donc voilà, une petite vidéo pour résumer. Donc là, on va voir donc, au travers d'un petit scénario, on va dire, par rapport aux chaînes markup, on va voir les différentes nouveautés. Donc là, ça c'est toujours si vous n'êtes pas familier avec ce qu'on vient de voir, c'est la Welcome App qui justement offre un accès un peu plus simplifié à la plateforme avec des raccourcis, etc. Donc voilà, là vous avez les files, les emplacements des fichiers. Donc là, vous voyez, vous pouvez sélectionner depuis les bookmarks. Le raccourci du bouton Save sur la plateforme. Voilà, donc là, la possibilité de renommer à la volée. Eu la peine d'aller enregistrer en local avec le desktop avant. Bon. Voilà, donc toujours un gain de temps. Donc voilà à quoi ressemble l'interface quand en fait vous voulez utiliser la nouvelle fonctionnalité du share and markup. Et vous avez donc la possibilité de restreindre ou pas le commentaire. Vous pouvez ajouter un message, vous pouvez joindre des mails, etc. Donc là, la personne en fait va recevoir un mail comme ici. Et en fait, ça va lui donner accès depuis son 3D Passport au 3D. Donc, vous êtes dans un viewer, vous avez la possibilité de faire des markups et de les sauvegarder en fait en tant que commentaires associés au fichier. La personne en face n'a aucun rôle, elle n'a rien besoin d'acheter quoi que ce soit. Elle a juste son compte à créer au départ, sur le premier lien, c'est tout. Hein. Elle n'a pas de rôle sur la plateforme. C'est important, elle n'a pas d'achat à faire. Ouais. Il y a juste besoin d'un 3D Passport. Après, la seule chose à laquelle il faut penser, c'est que cette fonctionnalité, elle est utile que si vous utilisez la fonction Share as Comment une fois que vous avez fait vos markups. En fait, vos markups ne sont pas enregistrés directement en 3D, c'est que vous avez besoin en quelque sorte, de faire un screenshot de cette vue pour l'envoyer en commentaire. Donc là, vous voyez avec cette fonctionnalité. Et donc, c'est ça qui va permettre le dialogue avec les différentes parties prenantes. Et donc, toute la beauté de cette fonctionnalité, c'est justement de pouvoir gérer ça au même endroit, à savoir par exemple dans SolidWorks, juste depuis le Compass, en fait, vous avez accès à ces informations-là et vous pouvez compléter votre produit en direct. Vous voyez, c'est pas forcément un screenshot fixe. Vous avez vraiment la possibilité de faire comme des slides, etc. Et donc là, je vais Jean-François présenter la petite surprise pour ceux qui n'étaient pas au courant. C'est le transition assistant, donc l'outil qui va permettre en fait de migrer les clients depuis PDM vers la plateforme. Donc cet outil est actuellement en version bêta et arrivé en fait avec la FD3. Je pense que vous avez dû en entendre parler. Il est pour l'instant en version bêta et un programme bêta qui va s'étaler en 3 phases jusqu'à la fin de l'année, des débuts d'année prochaine en fait. Donc avec des en fait revendeurs nommés pour aller sur cette phase bêta. Donc aujourd'hui, en fait, il faut compter en fait une disponibilité de l'outil pas avant en fait début 2024 et un outil finalisé avec la possibilité de récupérer l'ensemble des révisions d'un coffre PDM globalement pour avril 2024. Il va évoluer avec différentes versions. Actuellement, on ne récupère par exemple que la dernière version. Et le programme bêta vient juste de démarrer puisqu'il a été lancé en même temps que la FD3. C'est important pour vous que vous sachiez que voilà, cet outil-là
avance. On vous en entendait parler depuis un moment. Et donc, effectivement, ça avance. Il y a de vrais développements. Cet outil va être exploité plus largement puisqu'il sera utilisé après aussi pour intégrer des fichiers non d'explorateur Windows. Dans un premier temps, il est développé pour les clients PDM pour faire la migration de PDM vers la plateforme, avec des automatisations en place, hein, notamment pour tout ce qui est correspondance de la structure avec les bookmarks, tout ce qui est mappage de propriété et tout ce qui est champ révision, notamment. Alors, on y reviendra en temps voulu et on saura même de vous donner les informations au fur et à mesure du développement. Je continue du coup sur la partie DraftSight. Donc, sur la partie DraftSight Mechanical, on a des nouveautés sur cet élément-là, DraftSight Mechanical aujourd'hui, sur la gestion en fait des groupes, des calques en fait qui vont permettre d'identifier, de stocker dans une entité en fait tous les calques qui sont inactifs ou gelés. Permet en fait de visualiser rapidement dans une couleur donnée, par exemple, en fait, tous les calques inactifs ou gelés par rapport à un dessin. Lorsqu'on va, par exemple, faire de l'implantation, on va récupérer le plan d'implantation du bâtiment, mais souvent, il y a plein de réseaux autour, il peut y avoir pas mal d'entités. Et ces entités-là, en fait, c'est difficile de savoir si je peux les modifier ou pas. En fait, en les bloquant avec une couleur spécifique, ça me permet tout de suite, en visuel, de voir dans mon plan si ces entités-là sont dans des calques actifs ou dans des calques inactifs ou verrouillés. Après, il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le DraftSight a évolué énormément, tant de fonctionnalités que de performance par rapport aux anciennes versions. Hein. Aujourd'hui, le DraftSight a une performance assez impressionnante. En termes de poids, d'utilisation de mémoire et tout ça, il reste bien plus optimisé qu'un AutoCAD. Et il est aussi, lui, connecté à la plateforme. Donc ça, c'est important de le savoir, hein, c'est-à-dire qu'il existe en connected et il existe en connecteur, hein, donc les deux solutions. Voilà. Et il y a des fonctionnalités qui existent aujourd'hui dans DraftSight qui ne sont pas présentes même dans AutoCAD. Donc on a même certaines choses plus puissantes. Voilà pour moi, pour la partie DraftSight. Super, merci Jean-François. Je vais reprendre la main sur la présentation et je vais vous présenter maintenant les rôles de l'univers. Donc d'abord Katia, puis après on va parler un peu de simulation ensemble. Concernant ces différents rôles, Brandé et Katia, donc là on va en aborder 3 différents. Un premier rôle orienté sustainability, un deuxième rôle ELG pour faire de l'électrical et un dernier pour faire du piping sur la plateforme. Il nous reste plus trop de temps, donc on va essayer de parcourir ensemble assez rapidement ces différentes fonctionnalités. Donc, concernant ce premier rôle de Sustainability, je rappelle, c'est un rôle qui va vous permettre de mesurer les impacts environnementaux de votre produit à différentes échelles. En fait, l'intérêt premier de ce rôle, c'est de conduire des études en avance de phase. Donc, dès le début de votre projet, lorsque vous êtes encore en phase de conception, on va pouvoir faire des études d'évaluation, évaluer donc des matériaux, des processus, des activités, puis faire un bilan de tout ça. On va pouvoir regarder par exemple les émissions de CO2, la consommation d'eau, les impacts sur la santé également, et choisir la meilleure alternative en choisissant par exemple un nouveau matériau un peu plus performant, une nouvelle méthode de fabrication, un nouveau lieu d'approvisionnement pour réduire les distances, etc. Et donc pour ce rôle-là, pour cette FD, 3 différentes fonctionnalités. La première, c'est de pouvoir améliorer justement l'exactitude de ces études d'évaluation. Donc, comment on va les améliorer? Tout simplement en rajoutant la géolocalisation des activités lorsqu'on déclare ces activités dans notre étude. Donc, forcément, hein, l'impact environnemental n'est pas le même suivant le lieu des process. Deuxième fonctionnalité, donc c'est sur la partie collaboration et communication. En fait, tout simplement, on va pouvoir publier et partager les résultats des études qu'on obtient dans ce rôle-là dans une communauté 3D Swim. Voilà, jusqu'à présent, ce n'était pas possible. Maintenant, ça l'est. En fonction des métriques qu'on sélectionne, les résultats ils vont être affichés sous forme de tableau. C'est assez bien fait. Et enfin, dernier point pour ce rôle-là, on va pouvoir maintenant intégrer en input, en entrée, pour nos études, des datas qui proviennent de sources extérieures. Donc, on va importer, entre guillemets, donc des
des data format CSV, par exemple, grâce à un rôle, en fait, on va tirer parti d'un rôle brandé NetVibes. C'est le rôle Data Factory Studio qui nous permet de faire de l'analytique sur les data et donc de les prendre en compte pour nos études de sustainability avec ce rôle-là. Donc voilà pour ce rôle-là. Concernant ce deuxième rôle ELG, donc Electrical 3D System Designer, c'est le rôle pour faire de l'électrical avec du CATIA. Donc la nouveauté pour cette FD, c'est la possibilité d'interconnecter des backshell entre eux. Pour information, en fait, un backshell, c'est ce que vous voyez à gauche de l'écran. C'est un dispositif mécanique de soutien qui permet tout simplement de protéger la jonction de contact, là où les fils se rejoignent, des contraintes physiques extérieures, comme par exemple des déformations, des chocs, des vibrations. Donc, c'est vraiment un dispositif qui permet la décharge de contraintes afin de minimiser la contrainte du câble. Et donc là, on a la possibilité dans cette FD d'interconnecter ces backshell, de créer des points de connexion multiples et également de faire du routage de conducteurs par l'intermédiaire de plusieurs de ces backshell. Voilà pour ce rôle-là. Ensuite, on continue. Donc ici, dans l'univers du piping. Donc, première nouveauté, c'est pour la propagation des attributs lorsqu'on va faire du piping. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on va chercher à instancier un nouveau modèle de nouvelle tuyauterie, on va pouvoir se baser sur une tuyauterie de référence, la copier, instancier une nouvelle tuyauterie et on va pouvoir propager les attributs de la tuyauterie de référence dans les nouvelles instances. Les attributs, donc c'est à la fois les attributs qu'on trouve par défaut sur la plateforme, les attributs custo que vous pouvez aussi définir. Et on a même des business rules pour décider quel attribut on copie et dans quel but pour les tuyaux depuis la tuyauterie de référence. Et deuxième petite nouveauté, on peut maintenant utiliser la commande logical to physical pour à la fois les pièces de tuyauterie, de piping ou des pièces HVAC. Donc HVAC, on parle de tout ce qui est ventilation, climatisation, etc. Et donc l'intérêt ici, c'est de pouvoir synchroniser la partie logique de ces parts de piping, de tuyauterie ou de HVAC de ventilation avec leur représentation physique dans le modèle. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ces différents rôles CATIA qui sont dans notre portefeuille de solutions. Ensuite, maintenant, on va passer à la partie simulation. Donc, vous inquiétez pas, Eric m'a fait un petit débrief avant de partir. D'ailleurs, dédicace à lui, j'espère qu'il a mis assez de crème solaire, car il était quand même bien blanc hier quand je l'ai vu croiser. Mais voilà, donc il reste l'espère. Pardonnez-moi si j'ai quelques petites imprécisions ou quelques petits manques de clarté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à lui lorsqu'il reviendra. Donc, c'est parti. Pour les rôles de simulation, donc voilà le programme pour cette session. Vous allez voir, on va beaucoup parler du premier rôle. C'est un rôle qui gagne de plus en plus en maturité. À chaque release de la plateforme, on a beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Et ensuite, on va balayer donc des applications de simulation structurelle, fluidique. Et enfin, on va finir un peu par l'injection plastique et de l'électromagnétisme. Donc, c'est parti. Alors, concernant donc ce rôle, 3D Motion Creator, je le rappelle, c'est un rôle pour faire de la cinématique et de la dynamique des corps rigides. Donc, beaucoup de fonctionnalités, vous allez voir, il y en a 6 en tout. On les a séparés en différentes slides, donc pour aborder fonctionnalités point par point. Voilà, donc on va commencer. Hop, je passe. Donc, première fonctionnalité, ça concerne la création d'assemblages. Donc, en gros, avant, lorsqu'on définissait un assemblage, on pouvait perdre des informations. Maintenant, lorsqu'on va définir un assemblage et lorsqu'on va faire une modification, donc il y a une liste de modifications qui sont impactées, l'assemblage il va être directement résolu. En fait, l'articulation est directement comprise par l'application et le positionnement des corps ou des produits concernés est immédiatement animé dans la zone 3D. Ces modifications que l'utilisateur peut faire et qu'on va prendre en compte, c'est à la fois la définition, la modification
de la définition de l'origine du connecteur ou lorsqu'on va modifier un paramètre d'état. Donc avec cette amélioration, on obtient un retour visuel immédiat sur la définition ou sur l'édition des connecteurs. Et cela permet tout simplement d'éviter des erreurs de modélisation grâce à grâce à une résolution directe des connecteurs avec le bon positionnement animé pour les corps ou les produits concernés. Je continue. Donc toujours dans cette application XMotion Design. Cette deuxième amélioration que vous voyez à l'écran, ça concerne la création des marqueurs. En fait, on peut maintenant créer des marqueurs. Ça va un peu vite, très bon. Hop, pardon, je reviens pour voir la vidéo. Ouais, c'est très bien. Bon. Concernant les marqueurs, pardon, donc on peut maintenant créer des marqueurs sur les corps à partir de différents systèmes d'axes qu'on définit dans les produits. Et il suffit maintenant de sélectionner plusieurs corps pour créer des marqueurs pour tous les corps ou produits juste en un seul clic. Voilà pour les marqueurs. Ensuite, on continue. Troisième nouvelle fonctionnalité, ça concerne cette fois l'édition de fonctions. Donc maintenant, on va pouvoir configurer des fonctions complexes à l'aide d'esquisses 2D. C'est-à-dire qu'on prépare d'abord la fonction, on la définit dans un environnement d'esquisse. Puis, on référence directement l'esquisse dans fonction de mouvement. Et toute mise à jour de l'esquisse est automatiquement prise en compte dans la fonction. Ça permet de définir ça peut par exemple permettre de définir des excitations de modèles complexes. On définit la réponse du système dans un environnement assez intuitif. Ensuite, on continue le tour de table pour cette fonction. Donc, nouvelle fonctionnalité, ça nous permet de créer en fait une fonction. Cette fois, on ne la définit pas à partir d'une esquisse, mais à partir d'un fichier que l'on importe, typiquement en fait un fichier CSV. Donc, ça nous permet en fait de rapidement créer une courbe que l'on peut ensuite librement piloter quand même, et par exemple pour simuler des déplacements. Je continue. Donc, concernant cette nouveauté-là, ça nous permet d'analyser les degrés de liberté, les DOF, là, Degree of Freedom, des différents mécanismes qu'on a dans notre modèle. Et ça nous permet aussi d'obtenir une mise à jour en direct après la modification du mécanisme. Et ça permet tout simplement d'avoir une meilleure compréhension du statut du mécanisme, de comprendre quels sont les éléments libres ou non. Et enfin, dernière fonctionnalité, super. Dernière fonctionnalité pour cette application, on va voir la possibilité d'exporter toutes les données qu'on collecte, donc tous les résultats de sonde d'une simulation qu'on exécute vers un fichier CSV. Donc c'est juste un export des résultats, hein. Et pour ce faire, voilà, on ouvre la boîte de dialogue de l'option d'exportation des résultats, et pour chaque étape, ça c'est important, on exporte toutes les données de résultats de la sonde. Et on peut donc réutiliser ces données dans un tableur externe après pour du post-traitement, par exemple. Donc voilà pour cette application-là. Maintenant, on va passer au rôle de simulation. Donc d'abord, on va aborder les rôles pour faire de la simulation structurelle. Donc là, ici, vous voyez que cette nouvelle fonctionnalité, elle impacte différents rôles de simulation. C'est normal, c'est parce que ces différents rôles de simulation utilisent des technologies communes en partie. Donc, on a des choses qui se recroisent. Et ici, par exemple, on va parler de maillage, de l'amélioration du maillage. Donc, on peut maintenant utiliser des règles de génération automatique de connecteurs. Donc là, c'est tous les connecteurs, c'est toutes les petites tâches que vous voyez en vert sur le modèle. Donc dans la représentation du maillage, lorsqu'on travaille avec un assemblage de maillage. Et cela permet tout simplement d'automatiser la génération de maillage et de ces connecteurs pour des assemblages complexes. Donc ça nous facilite grandement quand même le travail lorsqu'on travaille avec un assemblage complexe, avec beaucoup de points de connexion, etc. Et on a également ajouté une fonctionnalité d'édition manuelle du maillage pour le maillage coque et pour le partition XMesh.
les experts comprendront tout de suite. Et cela permet tout simplement d'ajuster et d'améliorer la qualité du maillage pour ces différents types de mailleurs. Donc, on a donc la possibilité, vu qu'on est en édition manuelle, d'avoir plus de contrôle sur la génération du maillage. Voilà, donc là, je le répète, les fonctionnalités que je viens de vous décrire là sont disponibles pour les différents rôles que vous voyez en haut à droite. Donc FGM, FGP, SSU, SFO, SLL. Ensuite, je continue. Cette fois-ci, cette nouvelle fonctionnalité, elle est juste disponible dans Structural Mechanics Engineer et Durability and Mechanics Engineer. Donc, ce sont deux rôles avancés. Et ici, on a maintenant la possibilité pour cette FD de créer des connecteurs ponctuels. On les appelle également c'est des points des soudures par point sur une même face. Et ces types de connecteurs, ils sont particulièrement utiles lorsqu'on travaille avec des tôles qui sont repliées sur elles-mêmes, et comme vous voyez à l'écran. On a des tôles qui se replient et on a une soudure par point. Et l'intérêt, c'est maintenant de modéliser ce comportement sur notre plateforme avec la création de ces connecteurs ponctuels. Je continue. Concernant cette fonctionnalité, donc maintenant, en fait, les sections de coque, de membrane et de surface prennent désormais en charge la définition de couches supplémentaires. C'est-à-dire que lorsqu'on définit des sections de coque, de membrane ou de surface, on peut ajouter des couches d'armature, des couches supplémentaires, ou également, donc, en fait, c'est également appelé du multicouches. Et on peut définir les propriétés de chaque session pour chaque couche d'armature, y compris le matériau utilisé, ainsi que la surface. On peut définir aussi l'espacement, l'angle, la position de ces éléments d'armature. Donc l'avantage, c'est donc de définir des sections d'armature pour modéliser des armatures intégrées dans d'autres matériaux, pour des applications multicouches. Donc, c'était tout pour les rôles de simulation structurelle. On va passer maintenant au rôle de simulation fluidique, avec notamment FMK, Fluid Dynamics Engineer, notre rôle principal pour faire de la simulation fluide sur la plateforme. Donc, ici, on vous présente 4 nouvelles fonctionnalités pour ce rôle-là. Donc, la première fonctionnalité, elle concerne le couplage faible, où en fait, on parle de couplage faible, de couplage fort. Couplage faible, il faut le voir ici comme ça sous-entend un couplage unidirectionnel, structure fluide, c'est-à-dire que d'abord on fait une simulation structurelle, puis qui va impacter une simulation fluidique. Donc maintenant, on peut importer directement d'une simulation fluide, simulation structurelle, pardon, vers une simulation fluide. Donc c'est un couplage 1D, on appelle ça 1D comme 1D, 2D, etc. Donc on pouvait déjà faire avant du couplage 1D dans l'autre sens, c'est-à-dire avant on pouvait déjà passer entre guillemets d'une simulation fluide vers une simulation structurelle. Donc maintenant on fait des deux sens et en fait c'est très fort parce que c'est une nouvelle étape de franchie pour l'implémentation future du couplage 2D. Implémentation future, parce que ce n'est pas encore pris en compte, mais prochainement, voilà, on ne donne pas de date, mais un jour, on aura du couplage 2D sur la plateforme. C'est-à-dire que voilà, si on vient étudier, par exemple, la modification structurelle, je ne sais pas, par exemple, d'une tasse qui se déforme, admettons, je la comprime, je vais avoir une déformation structurelle qui va engendrer un comportement fluide différent. Donc voilà, ça c'est par exemple un exemple de couplage 1D. On peut le faire également dans l'autre sens. Admettons, on étudie un tuyau soumis à une pression qui va engendrer une déformation structurelle du tuyau. Voilà. Et bon, le but du jeu, c'est d'avoir un couplage 2D, donc une synchronisation parfaite entre la simulation structurelle et fluide. Donc ça, c'était la première fonctionnalité à garder en tête. La deuxième, elle concerne la possibilité de récupérer les coefficients de transfert locaux et de référence dans les sorties du calcul. Donc de récupérer ces coefficients-là. Et ces coefficients en fait, ce sont des coefficients de transfert, par exemple de champ thermique, qui sont souvent utilisés dans l'industrie pour calculer les performances d'un produit au niveau justement, de niveau thermique. Troisième nouveauté,
qui réside dans la continuité en fait, qui est dans la continuité des améliorations qui ont déjà été apportées sur la génération de lignes de courant. Il y avait déjà différentes améliorations lors de la dernière FD. Et maintenant, grâce à cette FD3, on peut maintenant définir un plan à partir duquel on va injecter des lignes de courant. Et un cas d'application possible, c'est lorsqu'on va chercher à raffiner les points d'injection proches d'une géométrie. Avant, on pouvait raffiner sur un plan complet, mais finalement, si notre modèle était très petit, ce n'était pas forcément très pertinent. Maintenant, on va pouvoir vraiment raffiner ces lignes de courant et pouvoir les injecter très localement autour de la géométrie. Enfin, quatrième amélioration, donc la dernière amélioration, en fait, elle couvre en réalité plusieurs petites améliorations différentes. Donc, en effet, il y a à la fois l'amélioration de l'expérience utilisateur sur la gestion de sorties de calcul, avec juste une amélioration de performance de calcul pour ces sorties-là. Et ce qui est vraiment intéressant quand même pour les calculs transitoires, où on souffrait un peu de performance. En fait, c'est assez simple parce que c'est-à-dire que ces calculs transitoires, pour les générer, ça monopolise pas mal de puissance de calcul, ça les ralentit pas mal donc le temps d'affichage des résultats. Donc, ils ont pas mal bossé et amélioré ce point. Et de plus, ils ont également amélioré les sorties de type history. Les sorties de type history, ce sont des sorties en fait, qui vont évoluer au fil du temps, qui permettent maintenant, en fait, on va pouvoir additionner ou soustraire au niveau de ces sorties euh, des champs de plusieurs entrées et sorties. Avant, on ne pouvait pas le faire ça. Et le fait de pouvoir additionner, soustraire différents champs, ça nous permet de calculer directement, par exemple, une paire de charges entre une entrée et une sortie. Donc maintenant, on peut faire ces calculs directement et les obtenir en sortie. Voilà pour FMK. Je passe à la suite. Maintenant, on va voir ce qui se passe du côté de l'injection plastique avec le rôle Plastic Injection Engineer. Donc ici, 3 différents points. Premier point, on peut affiner le critère de température d'éjection d'une pièce injectée avec la possibilité d'exclure des canaux d'injection dans le calcul de cette température. Cette option, elle est intéressante, notamment lorsqu'on va travailler avec des canaux chauds. Ça permet de minimiser les temps de refroidissement pour ces canaux chauds. Deuxième point, on peut également spécifier un état initial de conversion lorsqu'on injecte des matériaux thermodurcissables. Et ce paramètre-là, il est important pour les matériaux, par exemple, à base d'époxy, là où on a une réaction chimique et où, en fait, l'état initial est important lors de la prise en compte euh, des simulations plastiques. Car, en fait, la réaction, elle commence souvent avant d'injecter la matière. Donc, avant, on ne pouvait pas définir un état initial particulier. Maintenant, on peut. Et ça permet d'obtenir des résultats plus précis justement lorsqu'on travaille avec ces matériaux thermodurcissables. Et enfin, dernier point, on a également amélioré le résultat des calculs structurels sur la pièce injectée avec la prise en compte des lignes de soudure dans le calcul. Avant, on ne prenait pas en compte ces lignes de soudure. Voilà, et enfin, je vais vous parler un peu d'électromagnétisme. Donc, concernant Electromagnetics Engineer, on peut maintenant exécuter des tâches schématiques, des simulations électromagnétiques provenant du logiciel CST, et on va pouvoir surveiller leur progression. Donc, l'exécution de ces tâches schématiques, il peut aider à automatiser différents processus et à simplifier des tâches de simulation complexes. Et c'est assez simple en fait à faire pour exécuter une tâche schématique d'une simulation électromagnétique qu'on fait avec le CST. Il suffit juste de sélectionner l'option tâche schématique dans la boîte de dialogue d'exécution de la simulation. Et pour surveiller la progression des tâches schématiques dans la simulation, attention, tenez-vous bien, il faut juste aller dans l'onglet surveiller. Voilà, c'est basique. Voilà, c'est tout pour moi. Je passe maintenant à nouveau la main à Jean-François, qui nous fera peut-être un jour une démonstration de simulation électromagnétique grâce à ce rôle.
Alors, honnêtement, Florian, bon, tu as épuisé le timing, c'est pas grave, j'ai plus de temps pour moi, mais on va le faire quand même. Mais c'était super intéressant. Bon, de là à ce que je m'y mette, je pense que je vais laisser les spécialistes en place. Donc, merci pour les présentations. De mon côté, je vais. Hop là, voilà. OK. Donc, je vais partir de la partie gouvernance. Donc, chez nous, la partie gouvernance, c'est tout ce qui concerne la partie, les rôles, en fait, liés à notamment Enovia. On va démarrer, en fait, par les rôles de base, enfin, par la partie IFW, CSV, et puis après, les différents rôles qui s'appliquent au-dessus. Sur le rôle IFW, donc le 3D Swimmer, le rôle de base, on a une nouvelle apps qui est arrivée, en fait, qui s'appelle Potion Lab, qui va permettre une certaine automatisation des tâches. Alors ça, c'est plutôt intéressant dans les perspectives que va nous offrir la plateforme 3D Experience à terme. C'est-à-dire que là, on commence à montrer déjà que finalement, on ouvre la plateforme à des automatismes réalisables par vous ou par le client, des automatismes pour l'instant assez simples, mais c'est une première ouverture. Par exemple, ici, l'interface est simple, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je récupère comme action, et puis quand il se passe ça, qu'est-ce que je veux faire. Dans l'exemple, en fait, ici, on va avoir un certain nombre d'applications qu'on peut prendre en référence, aller chercher un événement qui se passe dans une des applications que l'on voit ici, pour dire, OK, suivant cette action-là dans telle application, je veux déclencher telle chose. Exemple, un change action qui passerait en état approbation par quelqu'un du service qualité. Cette personne-là, peut-être qu'à chaque fois qu'elle fait avancer le change action, elle a besoin d'ajouter en fait au change action un certain nombre de documents template type qualité. On peut automatiser par exemple cette tâche. Dire à chaque fois que cette personne-là passe un change action de tel état à tel état, automatiquement, j'ajoute en référentiel les documents à tel. Voilà, ce type d'action, on peut l'accompagner sur du change action, on peut l'accompagner sur du planning, du project planning, sur des gestions de tâches, des changements de tâches. Donc, pas mal d'évolutions possibles sur ce sujet-là. Une nouveauté aussi, la prise en charge des fichiers en fait, de la suite OpenOffice. Ça, c'était demandé depuis un petit moment. Donc, quand on dit prise en charge, ça veut dire qu'on va avoir les aperçus, qu'on va avoir la possibilité de les télécharger et on va aussi avoir la recherche plein texte sur le contenu des documents. Ça, c'est voilà, un point important. Sur les stories, nouveautés au niveau des stories, alors pas les stories Insta, pas les stories Facebook, mais les stories de la plateforme, même si effectivement on pourrait pourquoi pas s'en servir sur le même principe. On va en fait avoir simplement l'accès aux stories directement depuis le dashboard en fait via un petit icône qui vont permettre de retrouver toutes les stories que l'on a créées et donc un accès facile pour, par exemple, ajouter, modifier ou gérer tout simplement ces stories et les mettre à dispo. Petit rappel sur les stories, c'est le 3D Story, c'est une application qui permet de préparer en fait une présentation. On la compare un peu, si on veut, à PowerPoint. On va pouvoir aller chercher des images, des vidéos, du texte, faire des animations, mettre du son. Ça, c'est aussi des nouveautés qui approchent. Et donc, l'objectif, c'est de présenter un résultat à quelqu'un en interne ou en externe. 3D Search, donc différentes nouveautés sur la partie 3D Search. La première, c'est côté administration de la plateforme. L'administrateur va pouvoir en fait sélectionner une option de tri par défaut au moment du 3D Search. Cette option-là, en fait, si l'administrateur la définit, ça veut dire que l'utilisateur, quand il va démarrer, il arrivera automatiquement sur cette option de tri-là. Effectivement, l'utilisateur a le droit de la modifier, cette option de tri, jusqu'à ce que, en fait, il ferme sa session ou il vide son cache local et que, quand il revide, ça reprend les paramètres par défaut. Ça permet d'avoir un comportement identique pour tous les utilisateurs, définir un comportement identique pour tous les utilisateurs. Une autre option, une autre nouveauté au niveau du 3D Search, c'est la possibilité en fait de glisser en fait les tags, les balises là que l'on a sur la gauche. Lorsqu'on va demander une analyse, par exemple avec PU, on voit les couleurs, soit par les camemberts, soit par les barres de
d'état, peu importe, sur le 3D et sur le 2D. Et on a en fait en visu un petit quai en vert. On a la possibilité de glisser le résultat, soit le quai en vert, soit dans une app, directement dans l'écran. Ça ouvre un espace en fait avec le résultat bien visible si on a besoin de ressortir cette information-là. Juste en glisser-déposer. C'est aussi basique que ça. Un autre point intéressant, toujours dans le 3D Search, en fait, dans les résultats de recherche, on va avoir des hyperliens. Suivant le type de recherche, suivant le résultat que l'on obtient. Par exemple, ici, si j'ai l'hyperlien sur le 3D Drive, lorsque je clique sur l'hyperlien, ici, hop, j'arrive directement, ça m'ouvre directement l'application 3D Drive à l'emplacement du fichier. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet, à partir d'un résultat, d'accéder directement, pas forcément au fichier, mais plutôt aux autres informations qui gravitent autour. Hop là. Toujours sur le 3D Drive, alors là, en fait, c'est un petit peu la suite de ce qu'a montré, c'est même beaucoup d'ailleurs, la suite de ce qu'a montré Benjamin tout à l'heure sur le share and markup de SolidWorks, puisque la base vient de là, en fait. C'est la possibilité que vous allez pouvoir donner à un invité de la plateforme d'ajouter des commentaires sur des contenus qui sont présents dans le 3D Drive sans que cet invité ait besoin d'avoir le rôle 3D Swimmer. Donc, il n'a pas besoin du rôle IFW. Donc, ça, c'est faisable aussi. C'est faisable via le share and markup, mais c'est aussi faisable directement dans le 3D Drive. Et on voit bien, comme on l'a pu le voir tout à l'heure sur l'écran de Benjamin, on autorise ou pas le partenaire à qui on partage le contenu à annoter. Donc, on peut très bien bloquer cette notion d'annotation. Des nouveautés après dans le côté 3D Play. Donc là, le 3D Play a été pas mal amélioré au niveau de l'interface et des outils présents, notamment pour la prise de cote. La prise de cote est vraiment beaucoup plus précise maintenant. On peut aller prendre une cote sur une épaisseur, sur des cotes en chaîne, ainsi de suite. Et on va même être sur le même fonctionnement que les autres viewers, différents viewers sur la plateforme. On a vraiment un lien avec les autres fonctionnalités des autres viewers dans la plateforme pour avoir une uniformisation des fonctionnements. Ensuite, sur 3D Play, on a une amélioration sur la barre supérieure du widget, là, qui elle aussi, permet de retrouver le même affichage, le même comportement que les autres applications. On retrouve tout en fait sur toujours le même objectif d'essayer d'avoir une interface utilisateur unifiée pour améliorer l'expérience utilisateur et que tout le monde se retrouve en fait avec les mêmes icônes au même endroit, les mêmes fonctionnalités et ainsi de suite, plus simple. Ça, c'est aussi des évolutions qui sont liées à vos demandes, aux demandes clients, à vos demandes à vous. La R&D est sensible à ça aussi aujourd'hui. Une autre nouveauté, toujours sur 3D Play, c'est la possibilité d'afficher en mode plein écran. Ça, c'est lié aux documents. Ça marche sur tous les documents. Vous avez un nouveau bouton, tout simplement, sur la barre qui vous permet d'afficher plein écran le document et donc de masquer tout ce qui est autour. Puis dans le cadre d'une présentation, ça peut être plutôt pratique. Autre amélioration côté de l'application 3D Whiteboard. Je ne sais pas si vous l'utilisez, je pense qu'elle est assez peu utilisée, peut-être assez peu connue, cette application. C'est l'application de tableau blanc qui permet de partir d'un tableau blanc en fait, et surtout de pouvoir aller rajouter du contenu, soit présent sur la plateforme, soit des images, soit du contenu 3D. Et là, en fait, ce qui a été ajouté, c'est la possibilité de mettre des liens entre les différents éléments que l'on va poser, qui peuvent être juste des vignettes que l'on crée en fait en termes de style post-it avec du texte dedans, ça peut être des images, et ça, on va avoir en fait la possibilité de créer des liens, mais ces liens, en fait, ces flèches sont des flèches accrochées. C'est-à-dire que si je déplace un des éléments, tout va suivre. Donc, ça a un vrai sens dans la logique de l'outil. La possibilité aussi d'aller rechercher facilement en fait, du contenu qui est présent dans les communautés. Donc, des messages, des idées, des questions. Donc, ça, c'est aussi facile parce qu'en fait, on va retrouver directement le contenu sur la gauche et on a juste à faire un glisser-déposer pour l'inviter. Je vous invite à regarder cette application-là, 3D Whiteboard, si vous ne la connaissez pas, parce qu'elle est vraiment assez pertinente pour faire des revues de projet, des choses comme ça. C'est pas une alternative à 3D Lean, hein, on n'est pas rendu là quand même, mais sachez que c'est dans les rôles de base et qu'elle permet déjà de faire des choses intéressantes.
Côté 3D Story, donc j'ai un petit peu dévoilé le contenu tout à l'heure en parlant. Donc 3D Story, comme je vous le disais, on le compare un petit peu à PowerPoint, ça va nous servir à faire des présentations. Il y a eu des améliorations dans différents domaines, au niveau de la gestion des sons, au niveau des améliorations sur les animations, notamment sur le contrôle de la vitesse entre les transitions, la possibilité d'automatiser certaines tâches via les API. Et puis aussi, on peut l'inclure dans les business experience. Donc ça, c'est aussi un point qui n'est pas négligeable. On continue sur la partie rôle. Donc, on a vu FW, donc Consumer. Maintenant, on va voir la partie collaborative Industrie Innovateur, donc CSV. Donc, sur CSV, les différentes hop là, pardon, clique à côté. Les différentes améliorations. Donc, une amélioration intéressante qui est arrivée, qui a été complétée, on va dire, en FD3. En FD2, si on avait un objet qui était attaché à une route, on pouvait le promouvoir manuellement à côté sans utiliser la route. Ça pouvait être gênant, quoi. En FD3, ce qui a été rajouté, en fait, c'est une notion de deux nouvelles propriétés, état de blocage et état cible. En gros, ces deux propriétés vont permettre de bloquer l'objet qui est dans la route. Si je veux qu'il soit géré uniquement par la route, en fait, c'est l'état de blocage qui va permettre de faire ça. Donc, si un objet est attaché à une route, son processus de promotion est désormais contrôlé par la route et uniquement par la route quand il est dans l'état de blocage. Et dès que la route est terminée, voilà, l'objet est promu et il est à l'état cible et la route elle continue pour son processus. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir avoir ce comportement. Autre nouveauté, c'est la possibilité de créer des multiples, regrouper des documents, regrouper plusieurs documents dans un seul objet. Ça peut être intéressant si on veut, par exemple, faciliter toutes les docs liées à un assemblage, toutes les docs, les documents juridiques. On va aller avoir tout un tas de documents associés à un projet ou un objet. On va pouvoir les regrouper dans un objet plateforme. C'est plutôt intéressant dans la gestion documentaire d'un projet. Voilà pour la partie CSV. On va basculer sur la partie Project Planner, donc le rôle XPP. Donc Project Planner, ici, on a en fait dans les différentes nouveautés la possibilité d'adapter en fait des méthodes de planification agile pour permettre de mieux gérer les délais de mise en place, en fait, mise en œuvre sur le marché. Hein. Donc, on va avoir des étapes avec des possibilités de gérer les étapes, de gérer des sprints, vraiment une organisation différente en fait au niveau des projets, notamment avec un nouveau type de projet pour ce qu'on appelle projet d'unification de projets itératifs. Ça, c'est pas mal de nouveautés sur ce sujet-là. Ensuite, on va retrouver l'application en fait Kanban qui va permettre un affichage en fait la création de l'affichage des projets en tableau Kanban justement en fait sur cet affichage différent de ce qu'on avait avant. Et donc avec une gestion des colonnes et l'association des états de maturité. Donc ça c'est pareil, hein, ça va être une vision, ça c'était demandé hein, d'avoir un affichage différent pour gérer les projets. On a ensuite les nouveautés côté l'application Project Release Engineer, donc Zen, qui nous permet notamment de gérer les nomenclatures. Dans cette nouvelle fonctionnalité, on va retrouver dans le tableau des propriétés, dans le panneau pardon, des propriétés là, sur un physical product, dans la rubrique dérivés, pardon, des sorties dérivées, voilà, je vais y arriver, pardon. On va retrouver en fait un nouveau bouton qui permet en fait de lancer manuellement la génération d'un fichier dérivé et du coup de retrouver ce document dans les fichiers dérivés ici. C'est-à-dire que je peux avoir paramétré en tâche automatique, je ne sais pas, la sortie par exemple d'un PDF pour toutes les mises en plan, et ça m'embête de générer en fait des steps pour tous les fichiers. À ce moment-là, je peux le générer à la demande sur un fichier, et ce fichier step va venir se stocker à l'emplacement des fichiers dérivés. Donc ça aussi, c'était pas mal parce qu'on n'avait pas forcément de solution pour restocker des fichiers à cet emplacement-là. Une autre fonctionnalité qui va être complétée, c'est la possibilité d'exporter une structure CAD, type un assemblage par exemple,
dans un fichier zip, dans lequel on va retrouver en fait l'assemblage et tous ses composants, par exemple, et l'exporter en dehors de la plateforme. Okay. Donc au format zip. Je passe assez rapidement. Ensuite, les nouveautés sur PAU, donc Product Architect. On en a sélectionné qu'une seule, en fait, hein, c'est les possibilités de l'extension de la barre d'action, qui inclut des commandes complémentaires en fait, hein, d'ouverture pour réduire la navigation et le nombre de clics. Donc, en fait, hein, la barre d'outils amène plus de possibilités. Pas mal de nouveautés au niveau du change. Au niveau du change, on va avoir des nouveautés sur les colonnes, en fait, sur la traçabilité et notamment la possibilité ici d'avoir une colonne complémentaire qui permet d'ajouter une description lors du change sur chaque élément. C'est-à-dire qu'un change peut intégrer pas mal de physical product dedans et on va pouvoir en fait mettre éventuellement des commentaires spécifiques et surtout avoir un affichage colonne tel qu'on l'a là pour retrouver en fait les modifications, les évolutions qui ont été faites on va dire plus facilement, plus clairement, plus lisible. Une interaction entre l'écran navigation 3D et la structure aussi. Donc, quand on va sélectionner des éléments sur la structure à gauche, ils vont se mettre en surbrillance sur la structure à droite. Si c'était des choses qui n'étaient pas faisables dans les changes. Ensuite, la possibilité, là on est plus sur la partie les routes, en fait, la possibilité de créer des routes standards dans Route Management avec l'objectif de créer des routes d'approbation. On va se créer des templates et l'objectif derrière, ça va être d'utiliser ces templates d'approbation directement en fait dans la rubrique des membres ici au niveau des approuveurs, d'aller rechercher directement en fait des templates qu'on aura créés précédemment. Voilà. Voilà pour la partie nouveauté sur tout ce qui concerne la gouvernance. Je vais terminer rapidement par un petit condensé sur les offres qui existent en complément, hein, toujours présente. L'offre startup, comme on aime bien le rappeler à chaque fois, hein, il est toujours au catalogue, hein, cette offre qui se décline sur 3 années, qui est offerte pour les startups avec une première année gratuite, la deuxième année avec un discount de 70% et la troisième année un discount de 50%, qui permet en fait aux startups de démarrer avec SolidWorks et la plateforme, donc avec un portefeuille d'outils vraiment complet et important. Et quand on leur met le pied à l'étrier avec cette solution-là, ben, on a des chances de les voir grandir par la suite avec nous. Donc, c'est important de connaître cette offre et savoir que cette offre existe toujours. Toujours dans le même esprit aussi d'aller agrandir la communauté, ben, l'offre étudiante existe toujours. L'offre étudiante est toujours gratuite pour les étudiants. Hein. Ils ont toujours accès à une licence SolidWorks gratuite à partir du moment où leur établissement possède un SolidWorks, bien sûr. Ça, c'est important de le savoir parce qu'il y a aussi des flyers qui circulent avec une offre étudiante payante. Effectivement, on propose l'offre étudiante payante existe pour les étudiants qui n'auraient pas dont leur établissement n'aurait pas de SolidWorks. Mais bien sûr que tous les étudiants dont leur établissement est équipé de SolidWorks, tous les étudiants disposent en fait d'une licence gratuite. Vous allez pouvoir retrouver tous nos webinaires, tout ce qu'on vient de se dire, et les précédents, et les prochains aussi d'ailleurs, sur la chaîne YouTube SolidWorks France dans la rubrique vidéo. Donc, c'est bien sur la chaîne SolidWorks France, c'est-à-dire que tout le contenu qui est sur la chaîne SolidWorks France est du contenu français. Vous retrouverez du contenu similaire sur la chaîne SolidWorks Worldwide, mais sur la chaîne SolidWorks France, vous retrouvez tout ce contenu-là. L'idéal est d'aller dans la rubrique vidéo. Et puis pour terminer, un petit mot sur le prochain webinaire qui sera fait pour la présentation de la FD4. Il est positionné déjà au 29 septembre à 15h30, donc un vendredi, identique à l'habitude. On conserve un vendredi, sachant que la version FD4 doit sortir de mémoire, je crois, le 17 septembre. Donc on est à peu près toujours sur c'est ça, le 16-17 septembre, on est à peu près toujours sur un décalage de 2 semaines pour vous présenter les nouveautés, le temps que vous l'ayez pris en main. Voilà pour moi. Il ne me reste plus qu'à clôturer la présentation. Vous remercier pour votre présence et puis
l'enregistrement va être disponible dans les jours qui viennent sur la chaîne pour ceux qui ont loupé l'événement. Merci Florian, merci Benjamin. Merci à tous, hein, merci d'être resté jusqu'au bout. On a un petit peu débordé, alors désolé pour ça, et puis désolé pour le démarrage, mais du coup, bon week-end à tous au minimum, et puis bonnes vacances pour ceux pour qui c'est le cas, donc profitez bien, et puis on se retrouve fin septembre pour les nouveautés de la FD4. Bon week-end, à la prochaine fois. Au revoir à tous.